Nickel. Et je vais enregistrer de mon côté. OK, let's go. Bah, du coup, je suis content d'accueillir aujourd'hui Charles Ariel. Je suis vraiment content de t'accueillir ici pour cette petite interview. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, en ce moment, je suis plutôt rempli d'inspiration. Il y a des périodes où l'aspiration est plus basse, d'autres elle est plus haute. Et là, elle est plutôt très, très, très haute en ce moment. Donc, un haut niveau d'énergie et d'inspiration. OK, cool. Bah, excellent. Euh, j'ai, alors déjà, je pense que la plupart de ma communauté ne te connaît pas, enfin ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, enfin comment est-ce que tu te définis? J'avais envie de t'introduire, mais je me suis dit, il va mieux s'introduire que je vais l'introduire. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et je pense que ce qui va surtout nous intéresser aussi, c'est ce que tu fais. Donc, est-ce que d'abord tu peux te présenter et présenter ensuite ce que tu fais, définir un petit peu ton travail? Ouais, alors, en quelques mots, moi, j'ai vécu, en gros, de mes 14 à mes 26 ans, une vie, on va dire, en montagne russe où j'étais en grosse, grosse, grosse souffrance, où j'ai vécu beaucoup de périodes de dépression, plusieurs burn-out, où j'étais en lutte intérieure avec moi-même et où, en fait, même s'il y avait, voilà, j'étais pas au fond du trou pendant 10 ans, mais c'était plus souffrant que joyeux et avec beaucoup de hauts et de bas. Et j'avais jamais des résultats durables, en fait. Ça m'arrivait d'avoir des périodes, quelques semaines, quelques mois, où j'avais de l'énergie, j'étais épanoui, j'avais de la confiance, mais le up amenait toujours un down. Et donc, euh, et donc voilà, c'est une des choses qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les gens à rebrancher kiff, confiance et énergie durable, donc en finir avec les montagnes russes et pouvoir avoir des résultats qui durent dans le temps et surtout sans avoir à faire une tonne d'efforts au quotidien. La vie que je vivais, moi, c'était une vie qu'on pourrait appeler une vie coup de pied au cul où voilà, je viens du monde du sport et donc c'est très ancré chez moi ce truc de la volonté, la persévérance, le passage à l'action, machin. Et ça peut être utile parfois, mais quand c'est notre seul moteur, ça devient plus souffrant qu'autre chose. Et puis, c'est pas très durable. En fait, notre énergie de volonté, elle est limitée et baser toute notre vie sur ça, c'est pas stable, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je viens du monde du sport aussi. J'ai joué pendant une dizaine d'années au basket et j'ai entraîné pendant 15 ans au basket. Euh, j'ai adoré ça et j'adore ça. Et jusqu'au jour où ça ne me suffisait plus, où je me suis rendu compte que bah, ce que j'aimais, en fait, c'était moins le sport que d'aider les gens à se transformer. Du coup, je me suis formé, j'ai appris, j'ai accompagné mes premiers clients et aujourd'hui, bah, c'est ma vie, quoi. OK, merci pour cette présentation. Euh, c'est quel, quel, pour toi, en quoi est-ce que qu'est-ce que tu as vécu dans ton parcours qui t'a amené à te connecter? Est-ce que c'est davantage le sport qui t'a amené à te connecter au fait à l'envie à l'envie d'aider un maximum de personnes à reconnecter, je veux dire, à ce kiff, confiance et énergie durable, comme tu dis? Ou est-ce que Non, non, c'est la souffrance. Non, clairement, c'est la souffrance. C'est que au bout moi d'un qui voulais moment une donné, interview un petit peu gay, ah ben, alors là, pour le coup, là, ce alors sera pour pas le coup gay. dans ça. Non, clairement, ça a été la souffrance qui a été tellement forte et tellement longue à un moment donné qui m'a fait dire, là, c'est bon, hein. Déjà, tu trouves les solutions pour toi, pour aller mieux toi. Et ensuite, ça m'a donné envie avec les résultats que j'avais, de me dire, waouh, mais en fait, ça peut être si simple. C'est pas difficile d'avoir ces résultats-là. Quand je parle de résultats, c'est voilà, d'avoir un haut niveau d'énergie, avoir un haut niveau d'épanouissement, avoir un haut niveau de confiance en soi. C'est pas difficile, c'est simple. Qui ne veut pas dire que c'est facile. Donc, je me suis un peu trompé dans les mots. Je veux dire, en tout cas, c'est pas complexe, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que ça demande un vrai travail, des vraies choses à mettre en place. Mais donc, ouais, mon moteur numéro un, ça a été de tellement morflé que c'était devenu une nécessité pour moi que ça change dans ma vie. Et du coup, après, cette volonté d'aider les autres à le faire. D'accord. Ok. Donc c'est simple, mais pas facile.
Ouais, c'est exactement ça. C'est euh, en fait, on est dans un monde où il y a toutes les semaines, il y a une nouvelle technique de développement personnel ou de thérapie ou de coaching qui sort. Il y a des coachs de tout et de n'importe quoi. Il y a des techniques en veux-tu, en voilà. Et en fait, c'est un peu la course à qui sera le plus complexe et qui aura le meilleur outil dernière génération. On parle, et dès qu'on met un mot un peu scientifique dessus, ça fait tout de suite mieux, hein, les neurosciences, la PNL, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais la vérité, c'est que ces choses-là sont super. Moi, je suis maître praticien PNL, donc c'est le plus haut niveau avant formateur de formation en programmation neurolinguistique. Mais en fait, je sais que la PNL, c'est super, mais c'est pas ça qui va te permettre d'avoir des résultats durables. C'est pas une technique, une pratique qui va te permettre d'avoir des résultats durables, mais quelque chose de beaucoup plus simple. Et on va pouvoir en parler si tu veux dans l'interview, mais voilà, il y a un peu une phrase que j'aime beaucoup qui est de nos jours, la complexité jouit d'un certain prestige, alors que la vérité est souvent si simple. Oula, est-ce que tu peux nous la refaire? De nos jours, la complexité jouit d'un certain prestige, donc c'est à la mode les trucs complexes, mais la vérité est souvent si simple en fait. Wow. Et en fait, quand j'accompagne les gens, il n'y a rien de complexe, si bien que ça peut être ma difficulté dans les gens qui sont intéressés par ce que je fais et qui envisagent de se faire accompagner par moi, c'est qu'à un moment donné, avant de décider de prendre ou non l'accompagnement, ils se disent, mais ça ne peut pas être si simple en fait. Euh, quand je leur explique ce que je fais, c'est un peu leur frein. Je sais qu'il y a des gens d'ailleurs qui ne prennent pas d'accompagnement parce qu'ils se disent ça ne peut pas être si simple. Et souvent dans les témoignages, récemment, j'ai eu des témoignages de gens que j'ai accompagnés et qui m'ont dit bah si, en fait, c'est si simple, quoi. Et qui m'ont avoué et qui m'ont dit bah, tu sais, Charles, quand tu parlais d'avoir un haut niveau d'énergie et machin, sans faire d'efforts et tout ça, je te croyais pas. Je me disais, bon, il y avait plein de trucs qui me parlaient, mais je pensais que ça, c'était un peu plus un truc marketing. Puis en fait, je me suis rendu compte pendant l'accompagnement que si, c'était si simple. Ok, super. Bravo pour ça. Justement, pour quelqu'un, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui écoute notre interview et pour toi, c'est quoi ce qui te différencie, par exemple, d'un... en quoi est-ce que ton travail il se différencie davantage que le travail d'un autre coach en PNL standard, on va dire? Ouais. Euh, en fait, 98% des accompagnants qu'on va trouver sur le marché, ils travaillent sur les symptômes. Ouais. C'est-à-dire sur non pas la cause profonde du problème, mais les conséquences du problème. Et en fait, généralement, quand on va voir un accompagnant, ça va être moi, j'ai pas confiance en moi et je voudrais avoir confiance en moi. Mhm. Et donc, tout le cœur du coaching va être d'aider la personne à travers, je sais pas, des techniques, des affirmations positives, des encouragements ou je ne sais quel autre truc, d'augmenter sa confiance en elle et en fait de travailler sur le symptôme qui est le manque de confiance. Yes. Sauf que moi, la manière dont je travaille, elle est totalement différente. C'est qu'on va aller chercher d'où vient ton manque de confiance. Non pas quel événement du passé a fait que, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas naturellement de la confiance en toi, en fait. Et plus j'avance, plus je vois que c'est à force de retirer et pas d'ajouter que tu as des résultats, que ce soit en accompagnement ou dans la vie en général. Plus tu soustrais, plus tu as du kiff, de l'énergie, de la confiance. Plus tu ajoutes, et en fait, moins c'est fluide et plus... voilà. Et en fait, nous, on a un modèle de changement qui est très... voilà, tu veux changer. J'ai enregistré un podcast ce matin sur ça. Je parlais de changement forcé versus changement naturel. Le changement forcé, c'est ce qu'on utilise tous, c'est je suis à un point A, le point A ne me convient pas, donc je ne suis pas satisfait de qui je suis ou de la situation que je vis. Je me fixe un point B et je vais faire des efforts, des actions pour aller vers ce point B. Et je vais utiliser ma volonté, je vais persévérer. Et puis au bout d'un moment, la troisième étape de ça, c'est je vais culpabiliser parce qu'en fait, je ne vais pas avoir exactement les résultats que je veux. Et puis, je ne vais plus avoir d'énergie non plus, donc je vais un peu abandonner. Mais comme il faut être un guerrier ou une guerrière, je vais refaire encore plus d'efforts. Et donc, ça va un peu marcher et je vais reculpabiliser. Et en fait, je vais faire des boucles comme ça et ça peut durer
un mois comme ça peut durer 10 ans, de faire des boucles dans le même truc quand on se dit un peu, ah, bah, il y a toujours les mêmes schémas dans ma vie, je revis toujours les mêmes genres de situations. Bah, ouais, c'est quand tu es en changement forcé, je fais des efforts pour aller du point A au point B, ça n'a pas des résultats durables. Et le changement naturel, à l'inverse, c'est pas ajouter quelque chose, c'est pas s'améliorer, c'est pas voilà, c'est pas ajouter quelque chose, c'est soustraire. C'est soustraire les conditionnements inconscients qui ont fait qu'aujourd'hui, ta confiance naturelle, euh, elle est pas là. Hmm. Donc c'est pas comment ajouter un truc à qui tu es parce que tu manques d'un truc et t'es pas assez. C'est en fait tu l'as en toi, mais pourquoi c'est bloqué? Où est-ce que c'est bloqué? Qu'est-ce qui fait que ça jaillit pas naturellement? Top, top. J'aime beaucoup cette notion de naturel, en fait. Et je trouve que dans l'ancien modèle de coaching, j'ai envie de dire, euh, pas mal de... Enfin, les, les, les coachs, thérapeutes, etc., quoi, se positionnent comme une figure d'autorité, de je sais, je suis l'enseignant, je t'explique comment, et du coup, ça rend au final dépendant les personnes qui suivent un accompagnement avec un coach qui a cette posture-là. Et ce que je vois à travers toi, et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé ton travail, c'est que je vois une attitude que tu as qui est hyper simpliste et que j'aime beaucoup. Et je trouve que dans des explications, euh, ça se ressent aussi, notamment aussi au travers de tes propos naturels et tout. C'est quelque chose qui est très parlant et qui est très simpliste, mais pas facile. Euh, Tu nous as parlé de souffrance, tu nous as expliqué que la souffrance, c'était ce qui t'avait aidé à en arriver là où tu en étais dans ta vie. Euh, la souffrance, est-ce que pour toi, tu nous parlais de souffrance, tu nous parlais de symptômes, est-ce que pour toi, la souffrance aujourd'hui, c'est un symptôme? Qu'est-ce que c'est exactement la souffrance et qu'est-ce que c'est exactement un symptôme pour toi? Euh, Ça va peut-être te challenger ceux qui nous écoutent, Carrément, j'adore. mais en fait, pour moi, toute souffrance est auto-créée. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que nous qui euh, peut créer notre propre souffrance. Attention, il y a une grosse différence à faire entre douleur et souffrance. La douleur, c'est, on va dire, c'est humain, c'est sain, c'est je tombe, j'ai de la douleur, ou je perds un proche, j'ai de la douleur, ou je m'engueule avec je sais pas qui, et sur le coup, j'ai de la douleur ou de l'inconfort. Voilà. Ça, c'est humain, c'est normal. La souffrance, c'est toute la résistance que tu vas ajouter à ça. La souffrance, c'est de la douleur psychologique. C'est comment tu vas réussir à partir d'une situation qui peut-être est douloureuse et que tu vas, inconsciemment bien sûr, euh, maintenir cette situation en vie pour te créer, pour te générer de la souffrance. Donc la souffrance, il y a une phrase que je pense qu'on partage tous les deux, c'est la souffrance, c'est de la douleur à laquelle tu résistes ou de la douleur à laquelle tu donnes pas de sens. Euh, Mieux. Moi, j'aime beaucoup la première partie, voilà, de la douleur à laquelle tu résistes. Et en fait, on est tellement addict au confort que pour nous, c'est pas bien d'être triste ou d'avoir mal Ouais. ou d'être en colère ou d'avoir peur. C'est pas bien. Il faut être un humain à un seul côté, toujours positif, toujours souriant, toujours joyeux, toujours machin. Et du coup, notre réflexe inconscient, c'est dès qu'il y a de la douleur, non, 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 je la repousse. Et en fait, plus tu repousses la douleur, plus elle persiste, elle se transforme en souffrance. C'est un peu comme si tu es dans ton appart, tu es tranquille. Bon, tu n'as qu'une envie, c'est de passer une soirée chill en regardant une série ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il y a le voisin qui vient toquer à la porte. Et le voisin, on pourrait dire que c'est la douleur. Et toi, tu n'as pas envie, en fait. Tu étais bien, tu étais confortable, tu étais dans ton canapé, tu n'as pas envie. Tu n'as qu'une envie, c'est d'être tout seul chez toi. Donc, tu ne vas pas lui ouvrir. Et en fait, le voisin, la douleur, elle a besoin de rentrer et de venir te voir. Donc, elle va frapper un petit peu plus fort. Et toi, tu as toujours envie d'être tranquille, donc tu vas t'interdire de ressentir cette douleur. Et le gentil voisin qui, au départ, voulait juste passer dans ton appartement, machin, bah, si tu le laisses un peu trop dehors, au bout de 7 jours, il a les cheveux comme ça, il est en furie et il est en train de tambouriner de fou à ta porte. Si bien que ce que tu voulais éviter l'inconfort et tu voulais garder le confort d'être faire une soirée tranquille dans ton appart, ben, en fait, tu le reçois puisque ça fait une semaine qu'il est à ta porte et qu'il veut rentrer. Ah ouais.
Et que ce gentil voisin, tu l'as transformé en agresseur parce que tu as refusé ta douleur de base. En fait, si tu lui avais ouvert la porte dès le début, en mode, bah ok, je vis un inconfort, je vis une situation douloureuse, j'accueille, je vis ça, je traverse ça, bah ton voisin, en fait, il serait resté un quart d'heure chez toi, il se serait assis sur le canapé, et un quart d'heure après, il serait parti. Parce que, je sais pas, il avait besoin de parler, et puis ça y est, il a parlé, il est parti, ou parce qu'il voulait juste te demander du pain, et puis ça y est, tu lui as donné le pain, il est parti. Mais non, toi, tu as décidé de, non, non, je veux pas voir la douleur maintenant. Donc, je sais pas si ça a répondu à ta question. J'adore quand c'est comme ça. Non, mais du coup, conclusion, pour ceux qui nous écoutent, soyez gentils avec vos voisins. Hmm. Euh, Hmm. Non, sérieusement, je trouve que ta métaphore, elle est très, très belle. Euh, Et ouais, et du coup, ouais, dans- je rajoute un truc sur ça. C'est pour ça que je disais que c'était éventuellement challengeant. C'est que au début, c'est pas agréable de se dire je suis responsable de ma souffrance. Parce que Ouais, on a aussi un réflexe de culpabilisation qui est très très fort. Et que donc, dans la seconde qui vient, je suis responsable de la souffrance, il y a ah ouais, c'est de ma faute alors. En mode ah bah d'accord, bah donc si je suis malheureux, c'est bon, ça va être de ma ça va être de ma faute en plus. Donc en fait la culpabilité c'est en option, c'est pas une obligation, hein. De la même manière que la souffrance elle est auto-créée, la culpabilité il y a que toi qui peux te prendre ton j'ai pas là j'ai un ustensile d'habitude mais ton fouet et puis te t'auto-flageller. Bon, je te rassure, c'est un ustensile dont je me sers que pour les coachings. Et, ouais, et du coup, en fait, c'est pas culpabilisant de se rendre compte qu'on crée notre propre souffrance. En fait, c'est en anglais, on pourrait dire empowerment, c'est empouvoirisant, c'est-à-dire ça redonne du pouvoir. C'est en fait, si c'est moi qui me la crée, c'est moi qui peux ne plus me la créer. Et ça, à la fois, c'est inconfortable parce que tu dis, ah ouais, ok, mais en fait, moi, le jour où j'ai compris que toute la souffrance qu'il y avait dans ma vie, ça venait de moi, wow. ouais. Alors, ça n'a pas été en mode à l'américaine, en un jour comme ça y est, j'ai pris conscience que tout venait de moi. En fait, chaque année, mon niveau de responsabilité augmente et je me rends compte à quel point je crée toute ma vie, du plus merveilleux au plus pourri. Et que si j'assume le merveilleux, si j'assume mes joies, mes victoires, mes machins, bah, il y a aussi à assumer le fait que, en fait, ma souffrance, elle est auto-créée et que c'est moi qui me la crée. Et je suis pas obligé de me flageller de ça, je suis juste pouvoir me dire, bah, ok, bah, j'ai le pouvoir dessus. Du coup, est-ce que dans les prochains jours, semaines, mois, j'ai envie de me créer de la souffrance ou j'ai envie de moins me créer de la souffrance? Ok. Ouais, pour reprendre ta métaphore avec le voisin, c'est on peut très bien être dans le cas entre guillemets victime où on se dit ah bah le voisin, allô monsieur le policier, faut mettre le voisin en prison parce que le voisin il est rentré chez moi, il m'a agressé sans raison. Ou on peut être dans le cas numéro 2 de ah ok en fait voisin, je me rends compte qu'en fait j'ai aussi co-créé cette situation où tu es rentré chez moi en hurlant parce que tu en avais trop marre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment prendre sa part de responsabilité et prendre la responsabilité de sa vie, c'est-à-dire de comment on se sent. Et moi, je pourrais résumer comme ça, c'est tu es responsable de comment tu te sens. Et c'est pareil, je crois qu'un jour, j'avais publié cette phrase sur Facebook et il y avait eu des commentaires en mode ouais, c'est ça, bah, du coup, si je suis malheureux, c'est de ma faute, et puis s'il m'arrivait ça, c'est de ma faute, et puis en fait, c'est pas du tout le message. On peut l'interpréter comme ça, mais ça reste une interprétation. C'est juste de se dire personne d'autre que moi n'a le pouvoir sur mon état interne. Personne d'autre que moi, peu importe ce qui m'arrive, n'a le pouvoir de modifier mon état interne. Il n'y a que moi qui peux le faire. C'est-à-dire que si demain, tu es dans la rue et que quelqu'un arrive et t'insulte, dans la seconde où il t'insulte, tu as le choix de comment tu veux te sentir. C'est-à-dire que si tu prends 100 personnes, il y en a, sur les 100 personnes, elles ne vont pas toutes ressentir la même chose. Ce qui prouve en fait que la personne qui insulte ne peut rien créer chez l'autre, puisque chez 20 personnes sur 100, elle va créer de la colère, chez 20 personnes sur 100, elle va créer de la peur, chez d'autres personnes, ça va créer un fou rire parce qu'ils vont se dire elle est complètement folle cette personne, d'autres, ils vont même pas calculer, ils vont être indifférents, donc ils vont chacun avoir un état interne différent. D'où vient cet état interne? De la manière dont tu décides de percevoir la situation.
Et ça, c'est pareil, c'est en ton pouvoir. Quelle perception je décide d'avoir sur le mec ou la nana qui est en train de m'insulter? Tiens, ma perception, c'est que je sais pas, c'est quelqu'un de violent qui va m'agresser. Si tu as cette perception-là, tu vas avoir un certain état interne. Ou ma perception, c'est ça doit être encore le voisin qui fait une blague. Et puis Mhm. voilà. Et ben, si tu te dis c'est le voisin qui fait une blague et qui t'insulte, mais vraiment pour rigoler, tu vas pas avoir le même ressenti à l'intérieur. Ou tu vas peut-être te dire, ah, je pense que cette personne, elle est vraiment en souffrance. Et donc, c'est pour ça qu'elle sort toute cette colère, mais en fait, cette colère, elle n'a rien à voir avec moi, elle a que à voir avec lui. Et donc, ça ne m'atteint pas. Et je ne dis pas que parmi ces 3 solutions, il y en a une bonne. En fait, il y en a juste des dizaines et des dizaines différentes. C'est juste comment j'ai envie de me sentir, en fait. Comment j'ai Mhm. envie de me sentir. Et si je ne suis pas content de la manière dont je me sens, bah, je peux changer la manière dont je perçois les choses. Et la manière dont je perçois les choses va changer comment je me sens. Top. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute, parce que la limite, parce qu'à la limite, c'est peut-être aussi l'un des désavantages de ne pas utiliser des mots hyper scientifiques, de parler d'un un langage naturel et de dire que c'est simple mais pas facile etc. Pourquoi est-ce que justement, pourquoi est-ce que en fait on se ferait accompagner? Pourquoi est-ce que, ouais, pourquoi est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un de se faire accompagner ou pourquoi se faire accompagner si changer, c'est quelque chose qui au final est très naturel, c'est quelque chose qui est simple mais pas facile, et si au final ça dépend beaucoup de nos perceptions, de comment est-ce qu'on voit le monde, quoi. Donc, Bah, en fait, parce que déjà, c'est simple, le changement naturel. C'est simple, mais en fait, on ne connaît pas ça, on n'est pas habitué à ça. Donc en fait, pour la majeure partie des personnes, la manière dont je travaille et le fait de revenir à la cause et pas aux symptômes et d'aller chercher c'est quoi les racines de l'arbre et pas les fruits, euh, on ne connaît pas ça. Nous, on est habitué, mm. il suffit de tout notre système occidentale et de santé et autres est basée sur ça. J'ai mal à la tête, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller chez le médecin qui va me prescrire un Doliprane ou une aspirine ou je ne sais quoi. Le Doliprane va avoir un effet, hein, ça va marcher. Hein. Ouais. Ça va agir sur les symptômes, c'est-à-dire que ça va diminuer ton mal de tête. Par contre, tu sais toujours pas d'où vient ton mal de tête. Tu sais pas, est-ce que c'est parce que en fait tu dors pas assez depuis une semaine et que du coup ton mal de tête il apparaît et puis c'est un symptôme pour te dire bah ce serait bien que tu dormes plus. Est-ce que c'est parce que tu manges mal? Est-ce que c'est parce que tu regardes trop les écrans pendant la journée? Est-ce que c'est parce que j'en sais rien, il peut y avoir 10 000 causes à ça. Et en fait, nous, on est dans la mentalité d'aspirine. Donc, je vais chercher mon aspirine, mal à la tête, c'est bon, j'ai plus mal et j'ai traité le symptôme. Mais sauf que ton problème de fond n'est pas réglé. Parce que si tu continues à dormir 6 heures par nuit au lieu de 8, eh ben, en fait, ton mal de tête va continuer pendant des mois et des mois, puis tu vas devenir dépendant du traitement de ton symptôme et donc de l'aspirine, par exemple. Donc, Yes. en fait, nous, on est conditionné à ça. On ne connaît pas autre chose. On ne connaît pas autre chose d'aller traiter les symptômes. Donc voilà, c'est quoi l'avantage de se faire accompagner? Premièrement, ça peut être ça. Puis j'ai envie de dire que la deuxième chose, c'est pourquoi pas en fait. Tu vois, non mais tu sais, souvent il y a ce truc-là de non mais moi, je pas besoin de me faire accompagner, je vais bien, ou je peux me débrouiller tout seul, ou machin. Mais quand tu vas acheter du pain le matin, Mm. est-ce que tu vas dire au boulanger, ah c'est bon, vous n'allez pas me faire mon pain, moi je suis capable de faire du pain tout seul. Non, ça ne te vient même pas à l'idée. Quand tu vas chez le garagiste, tu vas pas te dire, ah non, mais j'ai ma fierté, moi je peux réparer ma voiture tout seul, tu t'en fous, en fait, c'est pas un sujet. Mais on ne sait pas pourquoi, nous, quand il s'agit d'un humain qui aide un autre humain, non, non, c'est pas bien. Alors, il suffit que tu rajoutes en plus de l'argent derrière. Oh là là. Oh, c'est pas bon. Alors, si tu Ouais. ajoutes des grosses sommes d'argent en plus, alors là, t'imagines même pas. Ouais, en fait, on a vraiment pas on a vraiment tu vois, c'est la mentalité un petit peu à la française de se dire ah bah je vais mal, tu vois. Je vais mal si je fais appel à un coach, tu vois. Genre je vais mal si je vais chez le médecin, tu vois. Je vais Hmm. mal si j'ai de la fièvre.
alors qu'au final, tu vas bien et c'est OK. Yes. Moi, justement, ça me parle beaucoup à ce côté parce que déjà, je suis un homme et de ce que j'ai pu voir, moi aussi, qui accompagne des personnes aujourd'hui, j'ai pu accompagner pas mal de femmes, pas parce que je suis un coach spécialisé pour les femmes, mais parce que il y a surtout pas mal de femmes qui sont ouvertes à se faire coacher et à se remettre en question. Et je trouve qu'il y a ce truc-là chez nous, les mecs, de justement de fierté, etc. Et moi, j'ai pu l'observer davantage justement dans mon sport, parce que j'ai une carrière de sportif de haut niveau et dans la boxe. Et pour le coup, dans la boxe, quand j'ai commencé à vouloir préparer mentalement des sportifs, notamment des boxeurs, j'ai vu que j'avais plus de mal que celui qui faisait de l'équitation, que celui qui fait de la natation, etc. Euh, et je voulais savoir un petit peu si c'était quelque chose que tu avais pu retrouver dans le basket, si tu vois, si c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi dans le basket, toi, en tant que coach, en tant qu'accompagnant. Est-ce que tu peux retrouver cette fierté dans le basket? Basket, je sais pas, mais chez les hommes, oui, hein. Clairement, ouais, c'est un homme. Il a l'impression qu'on touche à sa virilité quand il s'agit de se faire accompagner, coacher, de faire un travail avec un psychologue ou quoi. C'est en mode non, non, mais moi je peux me débrouiller tout seul. Encore plus dans le sport en général, hein, je pense que sport de combat, de ballon, y compris, on a encore plus cette mentalité de dureté, de il faut se battre, de machin, et où la vulnérabilité n'a pas sa place. En fait, c'est interdit, la vulnérabilité dans le sport. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, clairement, je vois ça, ouais. Justement, si tu reprends le Charles de l'époque qui était souffrant, etc., euh, qui, euh, t'as toujours fait du basket? Quasiment, ouais. Mm. Ouais, donc qui était souffrant, qui faisait du basket, etc. Euh, quel, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, justement? Est-ce que tu aurais envie de lui dire, allez, vas-y, laisse-toi coacher, fais-toi coacher, qu'est-ce que tu ferais? Non, j'aurais envie de lui dire rien, juste lui mettre une petite tape sur l'épaule et vraiment rien lui dire parce que en fait, c'était parfait ce qu'il a vécu. C'était du très, 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 très souffrant. J'ai vraiment morflé. Mais en fait, je sais aujourd'hui que c'était parfait et que s'il n'y avait pas eu ça, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je n'aiderais pas les gens comme je les aide aujourd'hui, j'aurais pas eu cette volonté de comprendre et cette volonté de comprendre le fonctionnement de l'être humain comme j'ai eu. Donc, je sais aujourd'hui que voilà, j'aurais juste un petit regard tendre envers lui en mode ça va être dur, mais ça va aller, tu vois. Mais surtout rien lui dire, tu vois. Rien changer à son chemin, ne pas lui dire attention, fais pas telle erreur ou fais-toi accompagner. Ou... Non, non, fais exactement ce que tu veux faire et t'inquiète pas, ça va aller. Super, hyper inspirant ce que tu dis. Si on imagine que... Non, en fait, j'allais dire, si on imagine que tu aurais pu coacher la personne que tu étais, mais on va pas faire imaginer parce que je trouve ça un petit peu contradictoire à ce que tu viens de dire et je préfère... Puis de toute façon, je t'aurais dit, je l'aurais pas coaché. Je l'aurais laissé dans sa mouise. Ok, donc dans tous les cas, tu m'aurais mis échec et maths et next. Mais non, mais franchement, il y a ce truc hyper inspirant et je trouve que on peut vraiment avancer et c'est aussi ça une belle définition de reprendre son pouvoir euh, que de se dire bah en fait il n'y a rien à changer quoi. Tout a été là au bon moment et c'est grâce à tout ça que j'ai pu devenir la personne que je suis donc pour ça bravo. Ouais, tu vois, ce matin aussi, j'ai enregistré un podcast. J'en ai enregistré pas mal ce matin. Où je disais, un- du coup, ton degré de souffrance, on en parlait un peu tout à l'heure, il est déterminé par le temps que tu vas mettre à te rendre compte que c'était parfait. Quand tu as un changement dans ta vie, une séparation, un deuil,
changement de job ou j'en sais rien, ton degré de souffrance, ça va être le gap de temps que tu mets à te rendre compte que, mais en fait, c'était exactement ce qu'il me fallait. Tu sais, voilà, dans tous les changements dans nos vies, bah, on a des phases du deuil, etc. Et, et en fait, ça nous est tous déjà arrivé de vivre, je sais pas, une séparation de couple. Et puis, bah, la première semaine, en fait, t'es en dépression, quoi. Tu vois tout en noir, tu te rappelles de tous les moments magnifiques passés avec l'autre, et tu te mets à créer même un fantasme de à quel point c'était le paradis dans cette relation. Ça, c'est la première semaine. Et donc, tu te dis, ce qui m'arrive est horrible. Et puis, tu reviens voir la personne 3 mois après, et elle est toujours vraiment dans le down, quoi. Ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas le top. Mais déjà, elle a commencé à voir que finalement, la relation, bon, c'était génial, mais il y avait quand même des petits défauts, tu vois, dans la relation. Il y avait quand même des choses qui lui plaisaient pas, il y avait quand même des moments d'inconfort, et il y a des choses qui commencent à lui revenir. Et elle voit aussi que, ah bah tiens, du coup, j'ai plus de temps pour mon travail, ah bah tiens, ça m'a permis de rencontrer telle nouvelle personne, et puis voilà. Et puis 5 ans après, tu vas la voir, et puis cette personne, elle est mariée, et puis elle te dit, putain, mais heureusement que je suis plus avec l'autre abruti, hein. Parce que si j'étais encore avec lui ou avec elle, j'aurais pas rencontré mon partenaire ou ma partenaire actuelle, et puis j'aurais pas fait tel changement professionnel, et puis j'aurais pas eu le courage de ceci et cela. Et tu vois que le même événement a été perçu de 3 manières différentes à 3 intervalles de temps. Et ce qui a changé, c'est ta souffrance, c'est le temps que tu as mis à te rendre compte que mais c'était parfait. C'était ce dont tu avais besoin, et tu deviens à la fois conscient des inconvénients et des avantages de la nouvelle situation, quoi. Ouais, il y a ce truc vraiment naturel qu'on fait avec le temps et qui au final fait qu'on met du sens. Tu disais tout à l'heure que l'une des causes de la souffrance, ou ce qui cause la souffrance, c'est la résistance et le manque de sens qu'on met à une douleur. Et, euh, et du coup, là, on y trouve du sens avec le temps. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton accompagnement et des étapes spécifiques que tu fais avec une personne qui a un symptôme? Tu parlais tout à l'heure du manque de confiance. Il y a plein d'autres symptômes, j'imagine. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes dans Ouais. ton accompagnement que tu fais avec une personne comme ça? Ouais. Bah, en fait, la première chose à comprendre, c'est que généralement, la personne arrive avec un problème. Est-ce que je peux donner un exemple? Euh, je j'ai pas confiance en moi, je suis bloqué dans tel projet, je procrastine, Ok. j'ai pas d'énergie, ou je me sens en mal-être profond dans ma vie, voilà. Elle arrive éventuellement avec des idées de pourquoi ça bloque. Ouais. Et voilà. Et en fait, j'allais dire 99%, mais presque 100% du temps, en fait, tu te rends compte que c'est pas le vrai problème, qu'encore une fois, c'est une conséquence du problème, et qu'en fait, euh, quand on est et quand on est NAIT, et qu'on est un petit enfant pas encore conditionné, avec pas encore la société ou les parents qui nous ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fait, euh, on est naturellement confiant. On a naturellement de l'énergie, on est naturellement épanoui. Donc, un petit enfant de 2 ans, il n'a pas la flemme de se lever ce matin, tu vois. Tu n'as pas besoin d'aller le voir et toquer à sa porte et lui dire, bon, tu te lèves, il est déjà 11 heures. Non, non, depuis 6h30, en fait, il est levé. C'est même lui qui t'a réveillé, qui t'a saoulé parce que toi, tu étais dans ton lit, tu avais envie de dormir. Mais lui, il a tellement d'énergie qu'il était déjà en train de tambouriner à ta porte le matin. Et puis, en fait, il fait sa journée, il suit juste ses désirs, il a envie de jouer au ballon, il joue au ballon, il est fatigué, il va dormir. Il se pose pas la question de est-ce que je suis confiant, est-ce que je suis pas confiant. En fait, s'il rencontre un autre enfant, il va aller naturellement vers lui. Je parle d'un enfant, encore une fois, pas encore conditionné. Donc, il est naturellement confiant, et aucun enfant de 2 ans va aller voir un thérapeute parce qu'il est en dépression. Ouais, grave. Et on pourrait se poser la question, ben oui, c'est vrai, ça, comment ça se fait? Mais en fait, comment ça se fait, c'est que cet enfant, il n'est pas encore conditionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu son environnement euh, qui a fait de la pâte à modeler avec lui. J'appelle ça faire de la pâte à modeler avec soi. C'est-à-dire, au début, je suis spontané, j'ai de l'énergie, de la confiance et du kiff naturel, j'ai 2 ans,
et je joue ma putain de note. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, ça sort spontanément à l'extérieur. Il n'y a pas de filtre. Et puis, au fur et à mesure, il y a des trucs que je vais sortir de moi, des désirs, des élans, des trucs que je vais dire, faire, où, tiens, ma mère va me dire « Ah non, ça, c'est pas bien ». Je sais pas, à chaque fois que je vais me mettre en colère, ma mère va me dire ou me faire comprendre que c'est pas bien. Et donc, ta colère, tu vas te mettre à croire que la colère, c'est mal. Et donc, tu vas avoir une censure de ta colère qui va devenir inconsciente. Et en fait, tu vas réprimer ta colère tout le temps. Et donc, forcément, quand tu réprimes une énergie et qu'elle ne se libère pas, elle se retourne contre toi. Parce que toute énergie que tu ne laisses pas sortir à l'extérieur, ben en fait, tu ne peux pas l'utiliser pour tes projets. L'énergie que tu emploies pour réprimer quelque chose, c'est de l'énergie qui n'est pas dispo pour monter ton entreprise, aller à la salle de sport, sortir avec des amis ou quoi. Et donc, sans s'en rendre compte, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de couches d'oignons autour de nous qui nous font nous auto-censurer, qui font qu'on se met à jouer la note de quelqu'un d'autre. Et en fait, quand tu joues pas ta putain de note, c'est là que tout un tas de symptômes apparaissent. C'est-à-dire, je te donne un exemple bateau pour imager. Est-ce que je peux prendre un exemple concret d'un client ou d'une cliente? Sans citer le nom, bien sûr. Ouais. Ouais, ok, bah, on va prendre une des dernières clientes qui me parle de, voilà, moi, mon symptôme, c'est l'anxiété. J'ai été diagnostiqué, comme on dit, d'anxiété sociale, anxieuse sociale, ou je ne sais quoi, par un psychiatre. Donc, sous-entendu, c'est officiel, Ouais. il y a le tampon, il y a le certificat. Euh, et voilà, je suis stressé, je suis angoissé, j'ai peur du regard des gens, machin, truc. Ouais. Et elle me dit, bah voilà, mon objectif, ça va être si on travaille ensemble, mon objectif, ce serait d'améliorer un peu mon angoisse et d'être un peu moins angoissé. Et du coup, je lui ai dit, bah moi, je peux pas t'aider à faire ça. Je lui ai dit, par contre, je peux t'aider à éradiquer ton anxiété. Je peux pas t'aider à l'améliorer, je peux t'aider à l'éradiquer. En lui précisant bien que ça veut pas dire qu'on n'est pas dans le fantasme de t'auras plus jamais peur et tu seras plus jamais anxieuse de ta vie parce qu'on est encore une fois humain, mais je lui ai dit, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va aller à la racine du problème et aller voir pourquoi tu es anxieuse. C'est quoi les raisons qui font que tu es anxieuse? Elle vient d'où cette anxiété en fait? Et à chaque fois, tu te rends compte que il y a un conditionnement qui fait que, alors là, du coup, j'ai pas encore accompagné cette personne, mais on pourrait découvrir des choses en mode, en fait, comme je réprime sans m'en rendre compte depuis 10 ans ma spontanéité et ce que j'ai envie de dire, et que du coup, je porte un peu un masque. Je suis un peu la personne qui a envie de plaire aux autres, qui fait des efforts pour satisfaire l'extérieur, et que je réprime ma spontanéité. En fait, tout ce que je réprime va s'accumuler et ça va se transformer en une anxiété chronique. Ouais. Si tu vas à ce moment-là traiter l'anxiété par des médicaments, par de la méditation, par de la respiration ou par je ne sais quoi, ça va aider, mais ça ne réglera jamais le problème de fond. Ouais, Par on traite le contre, symptôme. si la personne, voilà, on traite le symptôme, si la personne, elle prend conscience de ça, imaginons, et il n'y a pas forcément qu'une raison, mais c'est ça, c'est en fait, à chaque fois que tu as envie d'être spontané, en fait, il y a un mécanisme en toi qui, en un quart de seconde, fait non, non, tu peux pas t'exprimer de manière spontanée, et donc à chaque fois que tu vas avoir envie de dire un truc, tu vas pas le dire. Et il y a une petite couche à chaque fois d'anxiété qui va s'accumuler. Et cette anxiété, elle est juste là pour te dire, en fait, tu n'es pas en train de jouer ta putain de note. Et si tu réapprenais à jouer ta putain de note? Et si de plus en plus, tu apprenais à être spontané et à dire les choses que tu as envie de dire, à être de plus en plus toi? Oh tiens, au fur et à mesure, l'anxiété et d'autres symptômes disparaissent automatiquement. C'est pour ça que j'ai une phrase que je dis souvent, c'est tant que tu n'as pas à rebrancher ta putain de note, il y a tout un tas de symptômes qui vont continuer à apparaître et toutes les techniques ou les pratiques de mieux-être ou de développement personnel seront que des coups d'épée dans l'eau. Tant que tu n'auras pas dépelé l'oignon pour jouer ta putain de note, parce qu'en fait, tes symptômes, c'est juste la conséquence du fait que tu ne joues pas ta note.
Encore une fois, un bébé, hein, il n'a pas de blocage, un bébé. Tu lui parles de blocage, il ne sait pas ce que c'est. Les blocages, c'est au fur et à mesure des conditionnements qui se sont accumulés que là, il y a des blocages qui apparaissent. Tu nous disais, en prenant l'exemple de cette cliente, tu nous dis que, par exemple, hein, c'est une supposition, et le temps nous... Peut-être qu'avec le temps et après l'avoir accompagné, tu aurais un beau retour à nous faire là-dessus, justement, dans l'un de tes podcasts. Mais tu me disais voilà, que peut-être que son problème, symptôme, en fait, est dû au fait qu'elle ait réprimé éventuellement sa spontanéité. Euh, Ça vient d'où pour toi le fait qu'elle ait réprimé sa spontanéité? De l'environnement. C'est-à-dire que à un moment donné dans sa vie, il y a eu un ou plusieurs événements qui ont fait que il y a eu une telle intensité émotionnelle qui a été créée qu'il y a une partie d'elle qui s'est mise en mode sécu. Il y a une partie d'elle qui a dit, oula, quand tu exprimes ça, tu vois ce qui se passe? Ok. C'est quoi le meilleur moyen pour que je ne revive pas cette intensité émotionnelle? C'est que je ne réexprime surtout pas cette partie-là de moi. Donc, c'est la partie qui veut notre survie, qui est là pour nous protéger, qu'on pourrait appeler l'ego, euh, qui est là en mode, je sais pas, moi je te donne un exemple qui m'est arrivé à moi, c'était, je m'en souviendrai longtemps, parce que c'était déjà il y a quelques années, en peut-être 5e au collège, et j'étais très insouciant, participatif et bon élève en classe, machin, et le prof d'histoire géo pose une question sur, je sais plus, la préhistoire, et moi, spontanément, vraiment, j'étais content de partager ce truc-là, et je dis, ah ouais, moi j'ai vu un documentaire ce week-end sur la préhistoire. Et là, ce prof, qui d'ailleurs était très gentil en dehors de ça, fait, ouais, et alors? Et là, tu as toute la classe qui se marre, et moi, à ce moment-là, mon cœur, il fait, oh, tu vois, un truc comme ça. Et à ce moment-là, et il y a peut-être eu d'autres événements, hein, mais j'ancre un truc qui est, Charles, tu ne peux pas être spontané, parce qu'à chaque fois que tu vas être spontané, tu as vu ce qui s'est passé là? Humiliation, tu as ressenti une Ouais, humiliation devant tout le monde. Sans m'en rendre compte, inconsciemment, je vais ancrer le truc qu'à chaque fois que je vais être spontané, il va se passer ça. Donc, sans m'en rendre compte, je vais mettre au placard cette partie-là de moi. Et la meilleure stratégie que je vais pouvoir adopter, c'est de réfléchir pendant 45 minutes avant de sortir un truc, parce que le truc que je vais sortir, il a intérêt d'être pertinent et intelligent. Du coup, c'est cool pour les 2 mois qui suivent parce que tu ne revis pas ce truc-là. Le problème, c'est que quand tu arrives à 20, 25, 30, 35, 50, 70 ans et que tu as toujours ce conditionnement-là et que tu n'oses toujours pas exprimer un truc spontané parce que tu es là dans ta tête pendant 10 minutes en train de te dire qu'est-ce que je dois dire pour que ce soit pertinent, au bout d'un moment, ça crée de la souffrance chez toi, quoi. Ok, super pour cet exemple, c'est super concret et je te remercie. Ça rejoint au final un concept que j'explique. Enfin, moi, ce que j'appelle ça justement, ces situations-là, des manques d'amour perçus. Parce qu'au final, dans cette situation, dans les situations douloureuses à laquelle on accorde de la résistance et pas de sens, justement, on ne perçoit pas l'amour. On perçoit une sensation désagréable et le cerveau, il ancre ça. Il se dit, pour la survie, il ne faut pas revivre ça. Donc, je développe un personnage qui va faire que je vais pas vivre ça, quoi. Et c'est top. Et ton exemple, il est, il est, euh, il est parlant. Sans citer, je te prendrai cette. Tu peux. Tu pourrais même te donner le nom du prof d'histoire. C'est ça, on va lui dédicacer le podcast. Euh, Top. Écoute, on a déjà pas mal échangé ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé lors de cette interview et que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé parler? Hmm. Peut-être juste dire que peu importe où ceux qui nous regardent, où tu en es dans ta vie, le degré de souffrance que tu as, le passé que tu as, le diagnostic médical que tu as eu, le peu d'espoir que tu as, etc., c'est que en fait, le changement, il est possible pour n'importe qui. Même si ça fait... Moi, j'ai accompagné des gens, ça faisait 50 ans, il y a des gens qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai jamais été heureux de ma vie. Ils m'ont vraiment dit ça.
Et ils m'ont dit, Charles, moi, en fait, j'ai 60 ans, j'ai jamais été heureux de ma vie. Ou alors, ça fait 30 ans que j'ai l'impression de sous-exister et d'être dans le mal-être comme ça. Et, et donc, en fait, j'ai vécu trop de situations comme ça, déjà dans ma vie personnelle à moi et des gens que j'ai accompagnés, pour me dire qu'il est possible qu'un être humain ne puisse pas changer. Qu'il y ait un être humain sur Terre, je sais pas, qui a vécu trop de souffrances dans le passé ou qui a telle caractéristique et qui peut pas changer, en fait, c'est pas possible. Et peu importe ta situation, si tu nous regardes, ben, en fait, oui, changer, c'est possible. Oui, avoir une vie remplie de kiff, d'énergie et de confiance, c'est possible. Et il n'y a pas besoin de 10 ans, en fait. Il n'y a pas besoin de 10 ans et il y a une croyance qu'à la vie dure, c'est que forcément, pour changer, bah, il faut 1 an, 5 ans, 10 ans. Et c'est vrai, quand tu utilises le changement forcé, il faut 10 ans ou il faut 1 an. Et quand tu utilises un changement naturel, il ne faut pas 10 ans, ni 1 an. Mais en quelques mois, ta vie, elle peut ne plus être la même. Ça ne veut pas dire que tu as supprimé tous les challenges et l'inconfort de ta vie, pas du tout. Ça veut juste dire que tu te lèves le matin et que tu kiffes être toi et que tu kiffes vivre ta vie. Et ça, je sais que j'étais arrivé à un moment dans ma vie où je me disais, bah, je sais pas, c'est peut-être pas possible pour moi. Peut-être je suis l'élu. Vraiment, il y a un côté de moi où je me disais, je suis un truc comme ça. Peut-être je suis l'élu, en fait. Je suis le seul être humain sur la Terre que voilà, le bonheur, c'est pour les autres, mais moi, c'est pas possible. À un moment donné, je me disais même, je pensais je me disais, il doit y avoir un cadenas à l'intérieur de l'être humain où quand il souffre trop, le cadenas, tu sais, il se verrouille et c'est bon, tu as atteint le seuil. Et après, on te dit, c'est bon, tu as atteint le quota, allez, tu peux commencer à vivre. Et donc, bah, ça n'est pas arrivé, mais que peu importe le degré de souffrance et de résignation, en fait, ouais, le changement est possible. Super, excellent. Je te remercie beaucoup pour ce que tu apportes, la beauté de tes mots, la sagesse là-dedans. Euh, des petites questions rapides pour la fin. C'est quoi pour toi jouer ta putain de note? C'est exprimer ton unicité et exprimer toutes les parties de toi euh, sans filtre. C'est quoi ta définition de l'amour? Quand tu vois les deux côtés. Et ouais, quand tu vois les deux côtés d'une situation, d'une personne, tu vois le plus et le moins, et que c'est équilibré et que tu ressens un truc qui va au-delà c'est pas un sentiment positif, ni un sentiment négatif, c'est un sentiment qui transcende ces deux choses-là, quoi. Je te remercie. Et pour, alors j'allais dire une durée, je veux dire pour 1 an, 10 ans, mais j'ai pas tellement envie de mettre de durée, mais juste te poser la question, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Je crois que mon rêve, c'est d'aider des centaines, voire des milliers de personnes à jouer leur putain de notes, à complètement changer le modèle de transformation qu'il peut y avoir chez les gens et à vraiment voilà, passer de l'ancien modèle au nouveau modèle et que ça aide des centaines et des milliers de personnes à sortir de la roue du toujours plus d'efforts, toujours plus de traitement des symptômes. Et en fait, c'est une roue qui est infinie. Donc, j'ai envie d'aider des centaines et des milliers de personnes à sortir de cette roue-là et à vivre une vie authentique qui part d'eux et voilà, à jouer leur putain de note. Super. Je te remercie beaucoup, Charles, pour tout ce que tu nous as appris à apporter dans cette interview. Avec plaisir. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Joue ta putain de notes, un podcast qui est mon moyen principal de partager du contenu qui s'appelle aussi Joue ta putain de notes.
qui est disponible, voilà, YouTube, Deezer, Apple Podcast, tout ça. Et puis sur Instagram aussi, même si c'est surtout Facebook. Et puis voilà. Cool. Je te remercie. Je te dis à très bientôt, Charles, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Merci Théo. Ciao, ciao.